This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right? Not really. I bought it on Carvana. Super convenient. Oh, then comes all the financing, research. Am I right? Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes. Yeah, but then all the number crunching and terms, right? Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days. Wait, like you already have it? Yep. Oh. Go to Carvana.com to finance your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour, je m'appelle Willy Brahami, je suis professeur de physique, diplômé d'astrophysique, et nous avons l'intention avec mon ami Maxence de vous proposer une série d'émissions qui traitent de l'astronomie, de l'astrophysique et de tout ce qui est, disons, naturel. Alors, cette émission comportera 4 thèmes principaux. Vous allez voir, le titre de ces thèmes sont assez paradoxaux. Ils permettent éventuellement la réflexion et surtout de s'interroger. Alors, par exemple, un paradoxe, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? C'est quelque chose qui est vrai et faux en même temps. Alors, en général, on peut résoudre assez facilement beaucoup de paradoxes, comme le paradoxe du menteur, comme le paradoxe du gruyère qui a beaucoup de trous, et plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, mais plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Ou alors le paradoxe du barbier, etc., etc. Donc un paradoxe provoque dans le cerveau un bug un peu informatique. C'est vrai et faux en même temps. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, c'est toujours par le paradoxe que arrive la réflexion. Alors, le sujet que nous allons aborder sur l'astronomie, sur l'histoire de l'univers, va comporter donc 4 thèmes principaux. Et puis, dans chaque thème, il y aura bien sûr des sous-thèmes qui seront toujours en lien avec le thème principal. Alors, le premier, vous allez comprendre pourquoi je parle de paradoxe. Le thème, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ou la fabuleuse histoire de l'univers. Alors, évidemment, cette question est assez troublante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça ressemble à une phrase d'enfant. Vous savez, les enfants, quand ils vous posent des questions qui sont souvent gênantes. Et là, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette phrase a été introduite par un philosophe physicien qui s'appelait Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? On essaiera de définir qu'est-ce que c'est que rien et puis surtout qu'est-ce que c'est que quelque chose. Et si vous voulez, on va essayer d'en parler avec une forme du physicien. Le physicien, la physique, c'est en fait l'étude du naturel. Alors, s'il s'agit du surnaturel, alors vous n'êtes pas au bon endroit là. Le surnaturel, il faut aller voir plutôt au Vatican, à Jérusalem ou à la Mecque. Mais là, non. Le surnaturel, non, on n'en parlera pas. Peut-être éventuellement, si un petit peu à l'occasion. Donc le premier thème, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ou la fabuleuse histoire de l'univers. Le second thème, peut-être un peu plus gênant par rapport à la notion de paradoxe, c'est observer l'univers les yeux fermés. Donc voilà, encore un paradoxe, comment peut-on observer quelque chose avec les yeux fermés? Eh bien, là on parlera du cerveau. Comment ça se fait que sur une toute petite planète, il y ait des êtres relativement évolués d'une complexité chimique incroyable dans leur structure, peuvent arriver à réfléchir et à se projeter dans la connaissance, dans l'histoire de l'univers en lui-même. Bien évidemment, on va parler mathématiques, parce que c'est l'outil fondamental qui permet de déduire, après l'observation, le raisonnement, la conclusion, et voir si la conclusion est en accord avec l'observation. Donc on parlera
de l'outil qui permettra d'observer l'univers, surtout dans son passé, et puis éventuellement on se projettera dans l'avenir. Qu'est-ce qui va devenir l'univers? Voilà pour le deuxième thème. Bien sûr, on développera, il y aura des sous-chapitres, etc., etc. Puis si ça intéresse, on pourra même rajouter quelques petits chapitres qui pourront éventuellement compléter la trame principale. Le troisième thème, c'est encore un paradoxe, l'irréelle réalité. C'est-à-dire, la réalité pourrait être réellement irréelle. Donc voilà, tous ces mots sont assez perturbants parce que, bon, la réalité, c'est un fait, ce qui existe autour de moi ou autour de vous. Et on est capable de me dire que c'est peut-être pas réel tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, on va aborder un thème assez stupéfiant de la physique fondamentale, une des révolutions du XXe siècle, ce qu'on appelle la mécanique quantique. Voilà pour ce thème qui est assez troublant, qui attaque le sens commun, c'est-à-dire le non-sens. Et puis nous attaquerons éventuellement vers la fin, plus tard, le dernier thème. Là, c'est le bond vers le passé. Alors le thème s'intitule « L'origine de l'univers ». Donc là, encore un paradoxe, encore un truc assez étonnant. Une origine, c'est une origine. Est-ce qu'il existe une origine à l'origine? Voici la question qu'on abordera à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on parlera beaucoup du Big Bang, de l'instant initial, s'il y en a eu un. Ou alors on parlera du retour dans le passé pour essayer de comprendre cette fabuleuse histoire qui fait qu'à partir de rien, on arrive à tout. Eh bien, si vous êtes d'accord, on va peut-être commencer par introduire l'introduction. Encore un paradoxe. Donc, dans le premier thème, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Phrase de Leibniz qui a été reprise par beaucoup de gens, qui est assez étonnante dans l'histoire, et qui pourrait bien évidemment apporter des réponses dans différents milieux, dont religieux évidemment, mais je crois que j'en parlerai pas. Parce que comme disait le marquis de Laplace à Napoléon, Laplace lui expliquait pas mal de choses sur la mécanique des étoiles, des planètes, etc. Et Napoléon lui a dit, mais est Dieu dans tout ça? Et Laplace a répondu, mais Dieu est une hypothèse qui ne m'est pas nécessaire pour comprendre l'univers. Voilà une petite anecdote qui permet de confronter l'ignorance avec la recherche de la vérité. Donc voilà, en quelques mots, il y a dans le passé, dans un passé lointain, dans l'Antiquité grecque en général, sans rentrer dans les détails, il y avait des philosophes qui commençaient à réfléchir et à utiliser leur cerveau. La raison commençait à prendre le dessus sur le mythe. Tous les mythes qui permettaient de comprendre ce sur le monde, les dieux, etc., c'était des mythes, et donc bien sûr le mythe n'a aucune preuve. Et la raison commençait à s'installer, et dans l'Antiquité, beaucoup de philosophes grecs estimaient que le monde était fait de 4 éléments. Alors ces 4 éléments sont, bien sûr, vous les connaissez tous, la terre, l'eau, l'air, le feu. Voilà les 4. En réalité, il y en a un 5e, mais on en parlera un petit peu plus tard. Ces 4 éléments, bon, ils estimaient que le monde, tout ce qui existait, tout ce qui était existant, était fait d'un mélange de ces 4 éléments. C'était pas bête, parce que si on regarde autour de nous, de la terre poussent des plantes qui, bien sûr, viennent de la terre, qui ont besoin d'air, qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de feu, donc de chaleur pour évoluer. C'était une très bonne idée, mais c'était un petit peu trop simple. Un peu plus tard, il y a Aristote qui a rajouté un 5e élément. Le 5e élément, il l'a appelé l'éther, ou la quintessence. L'éther, E-T-H-E-R, et non pas le produit chimique, l'éther pouvait être considéré comme le lieu où toutes les choses sont. Tout ce qui est fait d'eau, d'air, de feu, etc., était dans un lieu, et ce lieu, c'était l'éther. Voici les 5 éléments qui pouvaient expliquer l'ensemble de l'univers. Et c'était un début de rationalité, de méthode scientifique. Après, il fallait observer, essayer de comprendre si tout ça s'était vraiment adapté. À peu près à la même période, il y avait un philosophe qui s'appelait Démocrite qui, lui, estimait que les choses étaient faites de petites... Quand on cassait quelque chose, on arrivait à l'ultime chose qui était l'atome. Atomus. Atomus, ça veut dire en grec insécable, qu'on ne peut plus casser.
C'était les premières idées il y a plusieurs milliers d'années, donc c'était pas mal comme idée, puisque maintenant, actuellement, on sait que l'atome existe. Donc lui estimait que, oui, l'existant était fait d'atomes, de choses insécables. Bon, c'était quand même en bonne relation avec les 4 éléments précités juste avant. Puis un peu plus tard, Platon, lui, il s'est branché dans l'histoire et il estimait que le monde était fait de 5 polyèdres. Vous savez, les polyèdres, c'est plusieurs faces. Par exemple, un dé, c'est un polyèdre qui a 6 faces. Il y a aussi l'icosaèdre, il a 12 faces. Enfin bref, donc de toute façon, il existait, sans rentrer trop dans les détails, que le monde était fait de plusieurs polyèdres qui, assemblés ensemble, faisaient tout ce que l'on observe. Il s'avère qu'en réalité, c'était assez marrant parce qu'il n'existe que 5 polyèdres réguliers. Donc ça collait pas mal avec les 5 éléments. Tout ça, c'était un début de raisonnement assez stupéfiant par rapport à la première étude des choses d'une façon naturelle et non pas surnaturelle. Voilà un petit peu, à cette époque-là aussi, il y avait un philosophe grec qui estimait que pour essayer de comprendre la réalité qui nous entoure, elle était constituée de 2 éléments, l'existant, ce qui existe, et le non-existant, ce qui n'existe pas. Alors là, c'était quand même déjà un nouveau paradoxe assez stupéfiant, celui-là aussi, parce que d'essayer de comprendre l'existant, c'était facile, observation, nos 5 sens nous permettaient de comprendre. Mais l'inexistant, le simple fait de penser à l'inexistant, lui donnait une existence. Donc là, apparue la chose assez étonnante, c'est bien évidemment les différences entre ces 3 mots qu'on retrouve dans pratiquement toutes les langues, le rien, le vide et le néant. Donc le rien, le vide et le néant, nous allons en parler un petit peu plus tard, dans la mesure où c'est relativement complexe et puis assez troublant. Donc dans la deuxième partie du titre, pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien? Alors on va essayer après d'introduire, et qu'est-ce que c'est que quelque chose? Alors ce quelque chose, bien évidemment, c'est tout ce qui nous entoure, qui est accessible complètement à nos sens. Alors évidemment, on va commencer gentiment, on va rêver un petit peu, d'une façon très poétique. Voilà, vous êtes la nuit sur une magnifique plage de sable blanc, la nuit est totale, il n'y a aucune lune, vous marchez sur ce sable, et vous regardez les étoiles, et d'un seul coup, vous allez vous dire combien il y en a. Alors c'est facile, il suffit de les compter une par une. Si vous avez le temps, tranquille. Si vous n'avez pas le temps, prenez une photo, puis quand vous rentrez à la maison, vous les comptez. En fait, je vais le faire pour vous. Il y en a, dans l'hémisphère nord, au-dessus de la moitié de la Terre, il y en a à peu près 3000. Et 3000 dans l'hémisphère sud. Donc, disons qu'à l'œil nu, on peut observer 6000 étoiles, plus ou moins brillantes. Maintenant, vous dites, tiens, je vais prendre mes jumelles, je vais regarder. Prenez vos jumelles, vous regardez, et là, vous commencez à compter, mais c'est un peu plus long, là. Avec des jumelles, on arrive à compter plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Ah là, ça commence à faire. Puis après, vous prenez un petit télescope, et là, alors là, c'est du délire, parce que vous arrivez à des milliards, voire des milliards de milliards. Puis avec un très gros télescope, alors là, milliards de milliards de milliards. Bon, là, à partir de maintenant, on ne comprend pas ces chiffres. Ça n'a aucun sens. Quelques milliers, oui, mais quelques centaines de milliers, ça va encore. Mais dès qu'on passe ce chiffre, c'est trop. Le cerveau refuse. Alors, on va essayer de faire des analogies, des comparaisons, essayer de comprendre un petit peu. N'oubliez pas que vous êtes sur la plage et vous marchez sur ce sable magnifique. Et vous prenez une petite poignée de sable en vous allongeant, en regardant le ciel. Et vous vous dites, tiens, mais j'ai combien de grains de sable dans ma main? Bah, la réponse est, waouh, énormément. Oui, quand même beaucoup, oui. Bon, vous pouvez vous dire, oui, alors délirons un peu plus loin, mais combien y a-t-il de grains de sable sur cette plage? Waouh, alors là, c'est même pas la peine. Soit je les compte une par une, un par un, et voilà, mais c'est impossible. Le chiffre doit être époustouflant. Et là, vous rajoutez, ah mais d'accord, mais là, c'est sur la plage. Mais j'ai qu'à rajouter toutes les plages de la planète, et je vais y coller le Sahara et tous les déserts qui traînent, et je vais dire combien il y a de grains de sable sur la planète Terre. Ce chiffre est gigantesque, bien évidemment.
eh bien, il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur la planète Terre. Alors, bon, là, cette comparaison nous permet d'avoir un premier vertige complètement hallucinant de la quantité de chaque étoile. N'oublions pas que chaque étoile, c'est un soleil. Notre soleil, c'est juste une étoile. Bon, un petit calcul vite fait, comment on peut faire pour calculer le nombre de grains de sable sur une plage? Alors, on va idéaliser, on va essayer d'imaginer un ordre de grandeur, disons. On va dire qu'une plage qui fait 10 km, ça fait 10 000 mètres, et que la largeur de cette plage, c'est 100 mètres. Donc alors 10 km, ça fait, avec le nombre de zéros, à peu près 4 zéros, 10 000 mètres. 100 mètres de largeur, on rajoute 2 zéros, donc ça fait 7 zéros. On va dire que la profondeur, c'est encore 100 mètres. On rajoute encore 2 zéros, ça en fait 9, donc on arrive à 1 milliard de mètres cubes. Si on prend la taille d'un grain de sable qui est de l'ordre d'un dixième de millimètre cube, si on fait un petit calcul, c'est-à-dire si je divise le volume de la plage par le volume d'un grain de sable, j'arrive à un chiffre qui est gigantesque. Alors évidemment, il se compte mathématiquement, on dit 10 puissance quelque chose. 10 puissance 10, ça veut dire 1 avec 10 zéros. Donc à partir de là, vous avez le nombre de grains de sable. Et en regardant, bien sûr, je vous en parlerai une autre fois, comment fait-on pour compter les étoiles dans le ciel? C'est extrêmement facile, c'est aussi simple, mais je ne vais peut-être pas en parler aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes autour d'un minuscule grain de sable et nous sommes une petite poussière tellement infime à côté de ce grain de sable. Nous habitons la Terre et si vous voulez, pour avoir encore un petit vertige, pour aller visiter le grain de sable d'à côté, c'est-à-dire l'étoile d'à côté. Elle se nomme Proxima du Centaure. Elle se situe à 4,2 années-lumière, mais bon, là encore, ça ne veut pas dire grand-chose au niveau de l'image. Mais au moins, pour pouvoir le dire, c'est qu'avec les vaisseaux spatiaux qu'on a actuellement, de l'ordre de à peu près, disons, 20 km chaque seconde, c'est déjà pas mal. À cette vitesse-là, il nous faudrait quelques dizaines de milliers d'années pour atteindre le grain de sable d'à côté. Voilà pour l'introduction. 2 vertiges. Il y a plus d'étoiles que de grains de sable dans le ciel. Et pour aller voir notre grain de sable d'à côté, Proxima du Centaure, il nous faudra au moins 50 000 ans. Voilà, dans une première partie, l'introduction du premier thème. À bientôt. Ce voyage vous a plu? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.